IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission sur l'âme ce soir dans cet au-delà du miroir avec Sylvie Thérien qui est praticienne en psychophanie et qui est aussi créatrice de Lettres à l'être. On va l'accueillir, elle est dans les studios. Bonsoir Sylvie Thérien. Bonsoir. Alors, la psychophanie, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, psychophanie, ça prend son origine dans les termes psycho et phanie. Phan de l'origine grecque qui veut dire mise à jour et psycho de la psyché. Donc c'est la mise à jour de la psyché. Et c'est un terme qui a été créé par Anne-Marguerite Vexio, qui est l'orthophoniste à qui l'on doit le développement de cette méthode-là en France. Et initialement, c'est issu de la communication facilitée, qui est un moyen alternatif de communication qui a été développé en Australie. Pour communiquer avec des enfants en difficulté de communication, que ce soit des trisomiques, des enfants qui avaient des problèmes ou physiques ou mentaux. Exactement. En fait, on doit le terme de communication facilitée à Rosemary Crossley, qui était une éducatrice en Australie, qui travaillait à Melbourne. Et à la fin des années 70, elle développe donc ce système-là de communication facilitée auprès des personnes et des enfants qui n'ont pas accès à la parole, autistes ou handicapés. Le principe paraît très simple. La personne handicapée pointe son index et puis la personne à côté, donc le facilitant, l'éducateur ou la personne adulte, par le soutien de la main, accompagne un geste qui va aller des touches à l'autre sur un petit clavier. Donc au départ, avant qu'on puisse avoir les claviers informatiques, c'était sur un petit papier avec toutes les lettres de l'alphabet. La personne communique par le biais de cette main tendue, en fait, qui lui permet en effet d'écrire et de pointer chaque lettre pour exprimer sa pensée. Alors ça me fait penser aux tables tournantes un peu avec les esprits. C'est un peu quand même ça, c'est avec les Ouija, c'est-à-dire le fait, parce que c'est une communication qui se fait donc avec des lettres d'un clavier. Donc c'est une communication qui va se lire après, mais qui finalement est écrite sur un ordinateur. Il y avait des ordinateurs déjà dans ces années-là. Oui, c'est en 91 qu'elle a créé ça. Alors, Anne-Marguerite Vexio, elle est orthophoniste, se spécialise auprès de la rééducation des personnes handicapées. Et elle découvre cette méthode grâce à un enfant qui a passé l'été aux États-Unis. Et la maman lui dit que son enfant arrive à communiquer comme ça en tapant les lettres sur un petit clavier. Donc au départ, elle est un petit peu comme tout le monde, très dubitative. Et puis elle observe le phénomène. Et puis elle se rend compte en effet qu'il y a réellement un mouvement dans la main qui vient et qui lui permet en effet par l'accompagnement d'écrire ou de faire une demande par rapport à un besoin. Donc elle part en Australie pour se former, rencontre Rosemary Crossley et puis ensuite à son retour en France, elle va proposer cette méthode-là à tous ses patients et elle développe après la formation auprès de médecins, éducateurs, psychologues, parents évidemment, oui. Bien sûr, toutes les personnes qui sont et en relation d'aide et en contact direct avec les personnes handicapées. Ok, et toi, pourquoi ça t'a intéressé finalement de cette méthode plutôt qu'une autre ? Eh bien, moi, c'est par le biais d'un enfant autiste que je suivais en rééducation orthophonique. Je suis orthophoniste comme Madame Vexio. Et puis, le papa, un jour, revient avec un texte écrit par son enfant. Et je suis au départ très, très dubitative, suspicieuse. Et puis au fur et à mesure de ces textes qui reviennent régulièrement, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Et en fait, cet enfant-là, qui a un langage très réduit, s'exprime par ces textes de manière sensible sur sa vie, sur ce qu'il vit. C'est comme si c'est toute son émotion qui passe par le biais de ces textes-là. Donc, je tombe sur le livre. Du coup, je m'informe. Je lis le premier livre d'Anne-Marguerite Vexio qui s'appelle « Je choisis ta main pour parler ». Et dès 98, je me forme à cette méthode-là. Et je suis totalement stupéfaite, en fait, de voir que ces personnes-là ont une intelligence ou tout du moins un esprit, évidemment, qui fonctionne. Et c'est vraiment pour moi l'outil qui permet en effet de rendre la parole assez privée
Et c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler qu'ils n'ont rien à dire. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils disent justement quand ils communiquent ? Eh ben, ils vont parler de ce qu'ils perçoivent. Hein, et il y a tout ce monde sensible auquel ils ont accès très facilement. Il y a tout ce besoin d'être reconnus aussi comme des personnes dotées d'une intelligence. Il y a ce besoin d'être considéré, d'être regardé, d'être aimé. Il y a cette idée de ne pas vouloir être pris pour des des sous-personnes. Ils ont tous vraiment un besoin, en effet, d'être reconnus dans leur dignité humaine. Et je trouve ça... et puis ce besoin aussi qu'ils ont d'accéder à la connaissance. Bien souvent, en fait, voilà, une personne handicapée, elle ne va pas être nourrie intellectuellement parce qu'on pense qu'elle ne comprend rien. Alors oui, évidemment, elle ne peut pas émettre, elle ne peut pas donner son avis. Mais ces personnes-là ont, comme tout un chacun, besoin de connaître, besoin d'être éduquées, besoin d'apprendre des choses, besoin de sortir, d'être cultivées. Alors ça ne s'adresse pas qu'aux personnes handicapées, ça peut s'adresser à tout un chacun dans d'autres domaines, puisque psychophanie, la psyché, c'est aussi l'âme. Mmh. Alors c'est après, en effet, on va dire la spécificité française. Parce qu'Anne-Marguerite Vexio constate qu'auprès des personnes valides, donc ayant la parole, elle accède par ce même biais, par cette même méthode, à toute la partie en effet de l'âme, tout ce qu'il y a derrière finalement notre mental, on pourrait dire, et donc elle développe aussi cette approche-là, mais qui se révèle avoir des vertus thérapeutique. Donc c'est vraiment de manière assez involontaire presque en effet, hein, puisque au travers de ce texte, on peut y lire les raisons d'un malaise, on peut comprendre finalement les blocages qu'on vit, et le fait que ça puisse être exprimé par ce biais-là permet déjà d'en prendre connaissance et conscience, et puis permet évidemment de dégager toute la charge émotionnelle qu'il y a au travers d'un blocage ou d'un symptôme. Donc la personne qui vient te consulter, elle a une demande ? Mm-hmm. Oui. Donc elle vient pour par rapport à une question, par rapport à une situation, par rapport à une famille, des problèmes familiaux, des questionnements ou bien des situations qui se répètent. Et puis on pose la question et puis on ouvre, on va dire, et là vient s'inscrire des choses qui ont attrait à son histoire d'enfant, à son histoire familiale. On se rend compte que plus souvent ce sont comme des besoins premiers qui n'ont pas pu être exprimés. Donc c'est vraiment ces besoins archaïques, j'ai envie de dire, de reconnaissance, d'amour, d'être considéré à sa juste place. C'est vraiment ça qui vient en premier s'exprimer par ce biais-là, par ce texte. Et les situations actuelles viennent parfois appuyer sur ces blessures-là qui n'ont pas été cicatrisées ou qui n'ont pas été comprises ou entendues. Je crois que tu as des témoignages. Tu as eu des témoignages. Là, tu reviens d'un atelier en Belgique où tu as donné 2 jours d'atelier. Mm-hmm. Donc, dans ces ateliers, qu'est-ce qui se passe déjà ? Alors, les ateliers lettre à lettre sont un peu distincts de la psychophanie, puisque ce qui m'intéresse, c'est de voir que les mots ne sont pas que le produit de notre réflexion, ne sortent pas que de notre QI, j'ai envie de dire, mais parlent vraiment de notre être. Donc, on pourrait dire que accéder aux mots du cœur devient vraiment un moyen libérateur. Et donc, ces ateliers que j'ai créés sont des mises en situation qui permettent d'accéder à ces mots du cœur. Voilà. C'est un autre biais, différent de la psychophanie, mais on en vient de toute façon à libérer finalement des émotions par l'expression de ces mots. MAUX. D'accord, on reviendra donc sur lettre à lettre. Ouais. Donc là, des témoignages de psychophanie, c'est-à-dire de personnes qui ont suivi une séance de psychophanie. Mm-hmm.
Alors, par exemple, je peux citer cette femme qui vient parce que elle est en questionnement. Elle vit à Paris et puis son mari vit en Allemagne et elle se demande si elle va partir ou pas, le rejoindre. Et il se trouve qu'en même temps, elle a une relation avec un amant sur Paris, donc elle se demande que faire. Voilà. Donc ça, c'est la problématique. Et puis, en écrivant, finalement, c'est autre chose qui vient se révéler. Donc, alors, le texte a une forme syntaxique assez particulière, assez réduite. Il n'y a pas beaucoup d'articles. Les mots sont assez directs. C'est une expression assez brute, brute de décoffrage, on pourrait dire. Par exemple, alors elle écrit « La douceur des anciennes mémoires me rend nostalgique des périodes où il est question d'être guidé et non de décider. Homme me propose et homme répond à une sensation de sécurité. Homme façonne mes peurs aussi d'être lié et je sens une panique à créer du lien dans un contexte d'une peur d'être prise au piège de l'attachement. La période de l'attachement que j'imagine comme pouvant être trompeuse, car je suis victime de trop de besoins d'affection de ma mère. Elle me prend pour une source de lien infaillible et je réclame de ne plus être prise au piège de ses manques. » Donc là, voilà, à travers de cette situation de choix d'homme ou de choix de vie, se révèle finalement la peur d'être attaché. C'est ça, attaché. Ça, quand elle arrive, moi j'ignore en fait sa situation première d'enfant. Donc il se trouve qu'en effet elle était fille unique et donc sa mère avait reporté tous ses besoins d'amour sur cette femme-là. Elle continue. Famille réduite et grandir en n'étant qu'un pôle des angoisses de mère me pollue ma liberté de découvrir la richesse des liens d'amour. J'ai trouvé une situation complexe pour que la liberté ne soit pas permise tant qu'on ne change pas de moule de mère. De moule ? De moule de mère, comme moule, oui. De moule, enfin oui. Comme un moule de sculpture. J'honore encore trop ma mère et c'est utile d'avoir un pied en sécurité chez elle ou dans son cœur. Faire un grand départ, c'est sortir du moule, justement, et j'ai la volonté, oui, mais je suis retenue par la crainte du jugement de la mauvaise fille qui abandonne sa mère. Donc, elle est là, la problématique. Oui, c'était pas l'amant, finalement, c'était la mère. Voilà. Et de se dire, en fait, finalement, dans ces textes-là, vient vraiment s'entendre l'enfant qu'on a été. Et donc, il y a encore quelque chose qui la retient à sa mère. Donc, finalement, le questionnement se déplace sur un autre niveau. Quelle est encore la relation qu'elle entretient avec sa mère? Quelles sont encore ses peurs? Voilà. Donc, on change vraiment de niveau, finalement. À partir de la situation présente, on lui donne un éclairage beaucoup plus élargi qui révèle finalement un besoin aussi de plus archaïque. Alors, ce texte-là, elle l'a écrit avec son index, pas son petit doigt. C'est pas son petit doigt qui lui a dit, c'est son index, en tapotant sur un clavier d'ordinateur. Donc toi, tu es une facilitatrice, on peut dire. Tu prends la main avec le petit doigt tendu et finalement, c'est elle qui, sans s'en rendre compte, va taper un texte qui, des fois, a des fautes aussi. Il y a des mots qui sont pas bien écrits. Enfin, c'est un peu normal, mais bon, on arrive quand même à le lire à la fin. Alors, le mouvement, oui. Donc, pour moi, c'est une coécriture. J'entends vraiment cette idée de coécriture. Il y a un mouvement un peu conjoint. Donc la personne en effet pointe sa main, moi je soutiens la main ou on peut soutenir le bras par exemple. Et l'idée c'est qu'il y a à mon sens une mise en résonance et puis un transfert d'informations. Et cette information-là, ensuite, crée le mouvement, on pourrait dire, qui permet d'écrire. Donc la personne, étonnamment, n'a pas besoin de regarder ce qui s'écrit sur le clavier ni sur l'écran. C'est moi, en tant que facilitante, on pourrait dire en tant que metteur en mots ou médiateur, qui va entendre, percevoir ces informations et les écrire, avec le concours de sa main, évidemment. Oui, il faut mieux pas trop qu'elle regarde ce qui s'écrit, sinon ça va couper un peu ça va couper l'information.
On n'est pas, en effet, dans une intention, dans quelque chose qui est de l'ordre du mental, ni de l'intention consciente. On va chercher vraiment dans les coulisses, on pourrait dire, de notre âme. Et là, cette écriture-là vient vraiment mettre l'éclairage sur des informations auxquelles on ne peut pas accéder par sa simple introspection, sa simple réflexion. La personne, quand elle est en face de ce texte, il y a à la fois la double surprise d'être à la fois en face d'une partie d'elle-même et quelque chose qu'elle sait d'elle, mais qu'elle n'aurait pas pu trouver par elle-même. Donc c'est assez surprenant, en effet, d'être soi-même le témoin. Ça vient agir comme un peu un miroir de soi-même. Et on pourrait dire que c'est comme aussi notre petite voix qui vient nous parler. Mais cette petite voix auquel on ne peut pas accéder en étant comme ça, comme là on se parle en face à face. Ouais. Oui, puisqu'elle avait la problématique de choisir entre deux hommes en même temps, un ici, l'autre ailleurs, et savoir qui on quitte. Et en vérité, ce n'était pas les hommes, c'était la mère qu'elle allait quitter. Ouais. Donc le texte se déroule un petit peu en 3 parties globalement. Donc au départ, il y a la question. Il y a la question. Il y a la question ou il n'y a pas de question. Voilà, on peut aussi ouvrir, en effet, ouvrir et voir ce qui vient. Donc la problématique arrive assez vite, et la compréhension. Et ensuite, on a un petit peu le développement de l'empreinte du passé, à partir d'une situation, d'un événement ou d'un climat, il va y avoir des croyances qui vont se construire. Et puis souvent, à la fin du texte, pour moi, il y a une forme d'ouverture. Il y a une possibilité, en effet, de considérer les choses autrement. Bien souvent, je le vois comme une fenêtre qui s'ouvre, ou comme une direction qui est proposée. Donc c'est comme une clé qui permet en effet de considérer la situation d'une autre manière, et voilà, la personne après s'en empare ou pas, mais il y a comme il y a un indice en quelque sorte, il y a un indice et il y a une possibilité d'avancer. Alors une séance dure un bon moment, on a l'impression que le texte est court, mais pour arriver à un texte comme ça, il faut 1h30 à peu près de travail. Entre la discussion et voilà, puisqu'on échange entre chaque paragraphe, il y a une discussion, il y a un échange, et puis l'écriture est plus ou moins riche ou dense. Chacun y a un petit peu son style et son vocabulaire. Est-ce qu'il y a des moments où ça passe pas, c'est-à-dire tu te retrouves avec quelqu'un dont tu ne peux pas faciliter le travail, des blocages? C'est très rare. Des fois, si la personne, il faut vraiment que la personne soit très 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 hermétique. Mais même une personne qui d'apparence est assez dubitative ou se pose des questions, en fait, ça passe quand même. Et même si elle a des résistances, en effet, c'est son ego qui résiste, ou ça peut être une forme d'orgueil, on peut dire, mais là, on parle pas, c'est pas l'ego qui parle, c'est vraiment, c'est son cœur, c'est au-delà, son âme. Voilà, c'est au-delà vraiment de ses résistances. Et bien souvent, c'est l'enfant qui parle, c'est ces besoins-là qui s'expriment. Donc, c'est vraiment rarissime qu'il n'y ait pas possibilité de rentrer en contact avec cette partie-là. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting day to day. I'm blind to see and find how far. IDFM 98 de la bande FM, nous écoutions Matt Simons, Catch and Release. Sylvie Thérien qui vous a donné donc ce titre de musique très entraînante que j'aime beaucoup. C'est une bonne musique, toujours dans cette émission Au-delà du miroir, et nous parlons de psychophanie. Sylvie Thérien, quel est l'enfant le plus jeune que tu as eu dans tes consultations? L'idée, c'est qu'en effet, l'enfant, la personne à qui je tiens la main, n'a pas besoin de savoir écrire, puisque clair. Même auprès des personnes handicapées, on ne peut pas savoir leur niveau de connaissance. Et la mise en mots, l'expression écrite, le passage à l'écrit, passe par le facilitant. Donc, un enfant, même d'âge maternel, peut très bien s'exprimer et
par exemple pour comprendre des pipis au lit, pour comprendre des peurs, colères, des des pleurs, des tristesses. C'est un excellent moyen parce que l'enfant ne sait pas lui-même. Ce qui est aussi important de voir auprès des enfants, et je le dis aussi très souvent aux parents, c'est que ce que l'enfant va dire dans le texte, ce n'est pas sa connaissance, il ne l'a pas en conscience, c'est en lui, mais il ne vit pas avec ça. Il est trop jeune pour comprendre. Oui, et puis même au même titre qu'un adulte qui vit avec ces blessures-là, il sent le poids, ou il sent l'émotion attachée, mais il ne vit pas avec la connaissance de dire j'ai failli mourir quand j'étais petit. Vous voyez, c'est pas ça l'idée. C'est que les blessures ont été passées dans dans les coulisses et on n'en a que les effets plus ou moins positifs. Je crois que tu as un témoignage d'un enfant, justement. De quel âge ? J'en ai eu plusieurs. Là, par exemple, j'ai un enfant qui a 7 ans, qui est un petit peu sous pression par rapport au travail, et donc il répond un peu à l'attente de ses parents, mais en fait ce qu'il va exprimer, c'est que sa filiation demande à ce que le travail soit associé à des choses assez lourdes. Donc je vais vous lire. Famille, je suis bientôt restituant de votre nom, et il est temps de lui donner plus de liberté et de gagner la paix plutôt que de nourrir les peines. Évoquez les malheurs, et moi je n'y suis pour rien. Les hommes d'avant étaient tristes, et moi j'ai envie de sourire. Grand-père a calmé ses tristesses dans la mission de travail, et moi je veux être attaché à un travail détendu et pas pris, et un travail qui ne soit pas pris pour éviter de penser. Donc là, dans l'histoire de cette famille, il y a eu des personnes déportées. Donc finalement, le nom devient aussi attaché à cette histoire familiale, et on est le grand-père. Travail forcé. De travail forcé. Ouais. Et le travail qui sert aussi à ne pas penser, pour le grand-père en l'occurrence. Donc cet enfant-là, il est porteur de ce nom-là, et il a besoin en effet que le travail ne soit pas un évitement, voilà, ouais. Et que soit plus une source de révélation de ce qu'on aime, et pas une occulter une douleur. Par exemple, un jeune adolescent qui exprime là au moment du divorce de ses parents, il dit « Je suis limité entre les lamentables disputes où on doit entendre les mépris, et il est important de devoir ne pas se prononcer. J'ai une honte à être fils de parents impossibles à être grands, et devoir leur dire « taisez-vous ». Famille est retournée par le manque d'attention et le besoin de tout s'approprier. Moi, ma sœur, l'affaire. Et je suis à la fois une partie d'eux, mais je ne suis pas une marchandise à devoir être l'objet de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est fort. C'est les divorces où on essaie de se couper les enfants de... Ouais. Donc, il exprime aussi son besoin d'être proche de son père qui lui est parti. Mon père est un grand homme et je m'en viens à lui ressembler. J'ai besoin d'être avec lui et de fonder une force avec lui. S'il part, je perds de mon envie d'avancer et je reste petit dans le regard de mère. C'est sa mère qui l'avait amené ? Ouais. Mais ce qui est riche, c'est de montrer l'importance en fait affective que représente chacun des parents, et lui comment il se projette aussi. Donc voilà, ça donne cette expression vraiment de ses besoins essentiels, des besoins de reconnaissance, des besoins d'être admiré, d'être reconnu, des besoins d'être lié. Une jeune étudiante là qui craque complètement, et elle exprime « douloureux de soumettre mes pressions à une absence de reconnaissance de père ». Voilà, c'est une jeune fille qui travaille beaucoup et puis qui en vient presque à un burn-out. Mais depuis toute petite, en fait, elle a toujours fait tout pour briller, et son père n'a jamais reconnu la valeur de ses efforts. Donc c'est vraiment un cri du cœur. Ouais. Donc ça, ce sont pour les enfants, les ados, les jeunes adultes. Après, pour des enfants qui sont en situation comateuse ou qui ne sont pas du tout là, c'est-à-dire on peut communiquer aussi avec quelqu'un qui serait sur un lit d'hôpital. Je pense par exemple à ce garçon-là qui fait la une des journaux où les parents veulent le garder en vie
et la femme veut qu'il s'en aille, est-ce qu'on pourrait pas demander, est-ce que il pourrait pas donner son point de vue? Ouais. Bah, c'est une autre possibilité qui est en effet d'être auprès de cette personne-là et puis de laisser cette parole s'exprimer. Qui se fait du coup par un contact moins direct, puisque la personne n'a pas sa main mobile. Donc vous allez quoi? Vous allez le toucher? Oui, être à ses côtés, être à son chevet. J'ai une amie qui a accompagné pendant de longs mois une jeune femme qui était en état comateux. Et il se trouve qu'après la séance, il y avait vraiment un effet positif sur le diagramme qui est à côté, sur l'électroencéphalogramme. Voilà. Et donc, elle a pu aussi exprimer des choses qui ont permis aussi à la famille de faire un choix, d'être rassurée aussi, et puis de pouvoir avancer et de sortir de son état. Voilà. Ça commence un petit peu à rentrer, mais il faut un peu bousculer les croyances que la conscience est là malgré l'état végétatif, qu'il y a autre chose qui reste là toujours présent. Oui, et puis il faut que ce soit quelqu'un de neutre qui pose des questions, sinon on aura la réponse qu'on attend. Si c'est par exemple la femme, je sais plus comment s'appelle cet homme là, tout le monde le connaît, mais qui est en état comateux depuis je sais pas combien d'années, et la bagarre entre si c'est la femme ou si c'est la mère, ça va pas être la même réponse. Donc il faut quelqu'un en dehors de tout ça. Ça demande pour le facilitant, une très grande attention. Ouais. Attention et en même temps détachement. C'est ça, neutralité. En fait, la posture du facilitant, c'est d'être vraiment dans le total accueil de ce qui vient de l'autre et la mise au silence de son propre être. Moi, je me sens être juste à ce moment-là un prolongement de la personne et dans ce qu'elle a envie de dire. Je me fais l'écho de sa parole intérieure. Alors, quand les messages arrivent, donc tu les saisis pour les écrire. Est-ce que tu te trouves pas confronté à des choses pas très belles qui ont été vécues? On peut penser à des viols, et comment tu le perçois? Alors oui, les traces, les mémoires de viols, des fausses couches qui ont pu être vécues aussi par la maman avant, des avortements, tout ça, il y a une mémoire en fait, une mémoire qui peut être cellulaire, ou en tout cas une mémoire dans cet inconscient familial qui est là. Et on se rend compte que quand on naît, on a déjà un certain bagage. L'importance aussi de la vie fœtale se révèle, puisque si un parent a pas été prêt à accueillir cet enfant-là, l'enfant le sait aussi. Alors il sait quoi? Il sait qu'il y a peut-être un doute sur sa venue, un parent qui doute, qui n'est pas sûr d'être bien prêt pour accueillir cet enfant-là. Ça peut être une mère qui se sent trop jeune, par exemple. J'avais le cas ou trop vieille. D'un jeune homme qui savait pas trop où il en était, et puis il avait écrit que sa mère en fait était tombée enceinte pour garder un lien avec l'homme qu'elle aimait, mais qu'en même temps elle était trop jeune pour faire de la place à cet enfant-là. Donc après, ça se manifeste par quelle place j'ai moi aussi dans la société, comment je me situe par rapport aux hommes, aux femmes, enfin. Il y a évidemment des manifestations qui vont découler de ce point de départ, qui est comme un point d'interrogation. Et quelle fenêtre s'ouvre alors à la fin dans un cas comme ça? Parce que ça doit être dur à vivre. Au moins de poser les choses. De les voir. Voilà, de les voir, d'en prendre conscience, d'accepter aussi, puisque ce qui s'est passé, c'est passé. Pourquoi pas d'ouvrir un dialogue avec son parent, si c'est possible, de pouvoir comprendre aussi ce qui s'est passé, d'accéder à ces émotions-là qui ont été enfouies, et puis d'avancer avec ce bagage-là. Mais voilà, au lieu d'avoir des valises plombées et fermées à double tour, là, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, on avance en connaissance. Donc c'est un travail qui s'effectue sur toute la famille finalement aussi. Alors
une partie de la famille. Si la personne est là, évidemment, sa famille est avec, dans ce qu'elle porte, dans les mémoires transgénérationnelles aussi. On accède bien souvent à des situations. Je pense à des personnes, par exemple, dont les parents, grands-parents émigrés. Donc il y a toute cette histoire de changement de place, de trouver sa place, de se sentir différent. Tout ça, c'est présent. Les décès aussi précoces, les deuils qui sont restés en suspens, un enfant mort-né, mais même à 2 générations peuvent avoir aussi les suicides, une place, évidemment, tous les suicides. Ouais, ça doit marquer une famille. Et donc, ou avec la peur liée à la répétition. Donc, la mémoire familiale est très très présente dans les textes aussi en psychophanie. On va faire la suite de Matt Simmons. On va mettre la fin. IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir, dernière partie de cette Au-delà du miroir avec Sylvie Thérien sur la psychophanie. La psychophanie qui est, si vous avez envie de faire le point et de comprendre vos émotions, si vous êtes en période de doute et que vous ne savez plus quelle voie prendre pour que votre vie vous ressemble vraiment, ça pourrait être bien de voir un peu du côté de votre âme, de votre psyché, et nous sommes donc avec Sylvie Thérien. Donc tu as des témoignages de ce que ça a apporté, cette psychophanie. Alors oui, il y a une jeune femme que j'ai vue pendant à peu près 6 mois. Et elle témoigne, la psychophanie est une merveilleuse occasion de rencontre avec soi. Cette personne si familière et pourtant si méconnue. C'est une rencontre avec son être intime, pleine de potentiel et d'espérance. Une sorte de révélation à soi-même grâce à une mise en mots de l'indicible. On apprend à se connaître, à s'écouter, à communiquer avec soi-même pour pouvoir mieux s'engager dans la vie de façon plus légère, unifiée et consciente. Voilà, c'est intéressant de voir que on ne connaît de soi qu'une partie, et souvent une partie de ce qu'on veut bien voir et entendre. Oui, c'est parce qu'on s'est protégé à un certain moment, on a mis des protections et qu'on a mis des cuirasses et que c'était pour nous protéger. Donc, avoir envie de les faire sauter, elles sautent peut-être pas toutes, elles sautent quand elles peuvent sauter, non ? Et puis, oui, quand elles deviennent soit obsolètes, soit quand elles deviennent limitantes. Une protection trop forte nous empêche peut-être d'être en relation de façon claire avec les autres ou même avec soi-même. Donc c'est aussi un moyen d'être en paix aussi avec soi-même et de pouvoir se respecter, de pouvoir accueillir les émotions qu'on vit, de pouvoir aussi ne plus être victime de choix qui n'ont plus lieu d'être. Une personne qui était par rapport à un projet professionnel se rend compte que de toujours le travail représentait pour lui un labeur, par exemple. Donc là, c'est comme s'il avait la possibilité, grâce au texte, de se rendre compte que oui, que le travail peut ne pas être vu comme un labeur. Donc là, c'est évidemment en écho avec souvent son histoire. Enfin, dans le cas là, c'était son histoire familiale. Mais il y a quelque chose qui peut être modifié, c'est-à-dire que il va pouvoir prendre une autre voie qui va être dans la facilité. Changer de travail. Considérer que son travail n'est pas forcément associé à du labeur et puis faire briller aussi son pouvoir. En texte, il écrit « Travailler dans une réalité qui montre que prendre de la joie à bosser deviendrait le moteur de mon ambition. Tout a été construit pour me faire croire au labeur, et je reste encore surpris quand des portes s'ouvrent devant moi comme si on m'attendait. » Donc,
C'est un petit peu la situation qu'il vit. Ça vient bouleverser sa croyance, qui est que le travail est comme un labeur, et là, les portes peuvent s'ouvrir facilement. Et il témoigne ensuite sur le travail fait en psychophanie, à un moment où le temps personnel, familial et professionnel s'est arrêté. Il a bien fallu trouver une voie de progression pour répondre aux épreuves que la vie me proposait. Le travail réalisé en psychophanie m'a permis de mettre en perspective une histoire transgénérationnelle, d'identifier un chemin pour comprendre, prendre de la distance, mobiliser toutes mes ressources pour dépasser cette situation et lui donner un sens. Cette expérience a constitué le trait d'union entre mes séances de coaching, de développement personnel et le projet de vie dans lequel je viens de m'engager. Une chose, c'est que on peut aussi être au courant de différents éléments de sa vie. Et là, la psychophanie vient aussi mettre du lien entre ces éléments-là. Je figure aussi l'idée qu'on a à l'intérieur de notre tête des pièces de puzzle. Donc, quand on avance en âge, on a retourné, on a identifié certaines pièces de puzzle, on a pu les retourner. Mais ensuite, les mettre les unes dans les autres, c'est souvent l'intérêt de la psychophanie, qui va pouvoir trouver une logique dans toutes ces pièces et puis donner du sens, donner vraiment un fil conducteur à sa vie. Eh ben, ça va nous permettre d'aller vers l'être à l'être. Alors, c'est un peu aussi ça. C'est une démarche à côté de la psychophanie. Mm-hmm. Et donc là, c'est une association. Ça fonctionne comment ? Alors là, ce sont des ateliers en petits groupes que j'ai commencé en 2015 et qui permettent, par des mises en situation, d'aller chercher ces mots, les mots de notre histoire, les mots aussi des différentes parties de nous-mêmes, comment notre ego aussi. Les mots M-A-U-M-O-T-S ou oui, M-A-U-X ? Les deux. Les deux. Mais de les mettre en mots, finalement. Voilà. Et puis de voir que dans l'émotion, il y a le mot aussi. Et, j'aime bien montrer que émotion contient le mot M-O-T. Ouais. Oui. Et laisser parler ses émotions, c'est la première porte d'entrée déjà pour être unis à soi, et également pour se connaître, pour connaître aussi tout ce dont on est fait. On ne peut pas nier que nos émotions font partie de nous-mêmes. Ce corps émotionnel, il est derrière notre ego. Et si on n'atteint pas ce corps émotionnel-là, on ne va pas non plus pouvoir atteindre notre partie lumière. Donc, ce qui fait vraiment notre individu, notre richesse, au-delà de notre identité, qui est notre identité sociale ou familiale. Donc, tout ce qui est singulier à tout ce dont on est doté. Alors, dans les émotions, il y a peut-être les mots qu'on a dit en trop, qu'on se reproche d'avoir dit, et puis tous ceux qu'on n'a pas dit. Il y a les deux côtés, c'est-à-dire on peut, dans une émotion, avoir dit des mots qu'on regrette ou ne pas avoir pu en exprimer certains. Mais il n'est jamais trop tard pour exprimer les choses avec le cœur, écrire des lettres, Parler, évidemment. Après, exprimer sa colère aussi, exprimer sa tristesse. Alors, même si la personne n'est plus là, qu'est-ce qui empêche d'écrire à un parent, d'écrire à un frère, à une sœur, de dire ce qu'on... À la fois, s'il y a une raison d'être en colère, de laisser s'exprimer cette colère. Après, cette lettre sera lue ou pas lue, peu importe. Mais déjà, l'exprimer, donc la sortir de soi, est déjà un geste de libération. Donc, puisque tu viens de parler des personnes qui ne sont plus là, est-ce que la psychophanie peut s'adresser aussi à des gens qui ne sont plus de ce monde ? Alors ça, c'est un grand débat. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est la représentation de la personne défunte qui est en nous, qui parle, voilà, ou est-ce que c'est vraiment l'âme personne ? Là, c'est une question et j'ai pas la réponse. Parce que quelquefois, tu as des renseignements qui viennent de personnes décédées, c'est-à-dire... Alors, des renseignements, c'est un peu fort. J'ai pas envie de dire des renseignements, c'est plutôt des événements, alors évidemment teintés d'émotions, qui peuvent émerger de la personne qu'on a, et puis des événements qui peuvent appartenir aux parents, aux grands-parents, ou au-dessus. Mais ensuite, est-ce que c'est vraiment l'autre la personne défunte qui s'exprime par ce biais-là, ou la mémoire qui est présente et cette mémoire familiale qui s'exprime? Ça, c'est une question.
Oui, je pense que de toute façon, on a des mémoires familiales. C'est ce qui se passe dans les constellations familiales. Bien sûr. C'est pas forcément l'âme de la personne défunte qui a peut-être autre chose à faire de mieux qu'à venir se poser des questions sur cette terre où on se pose tous des questions. Donc, elle a peut-être déjà les réponses. Moi, je suis venue te voir pour une séance et je me rappelle que j'ai des questions que je me pose dont j'aurai la réponse dans une prochaine incarnation. Donc, ça m'a bien amusée parce que ça veut dire qu'il va falloir rejouer la partie et ça, c'est pas toujours sympa. Alors, cet être à être, c'est une association qui est sur Paris ou... Alors, je travaille sur Paris, dans le 2e, et puis donc pour les consultations individuelles, et puis les ateliers, je les fais un petit peu partout. Donc, le dernier était en Belgique, il y en a d'autres prévus en Ardèche, sur Paris essentiellement. Et sinon, il y a l'association aussi de psychophanie. Comment on trouve un psychophane? Alors, un praticien, oui, en psychophanie. Oui, parce que c'est pas dans le bottin. Hein. Non, alors l'association s'appelle Ta main pour parler. Ta main pour parler. Ta main pour parler, ouais. Donc, le site internet, c'est tmpp, comme ta main pour parler.net. On y trouve des renseignements sur la psychophanie et la communication facilitée. Et les praticiens aussi, sur toute la France, Belgique et Suisse. Il y a des formations qui sont destinées aux parents de personnes handicapées ou aussi aux professionnels qui souhaitent apprendre cette méthode-là. Et des conférences aussi sont données, voilà, des rencontres. C'est une formation qu'il faut suivre, évidemment, parce qu'on ne peut pas se lancer comme ça à faire écrire n'importe quoi. Enfin, la personne qui a le facilitant, le praticien, a quand même une forme de responsabilité importante, puisque c'est par son biais que des mots s'expriment. Donc, il faut qu'elle soit absolument neutre et aussi elle-même les pieds sur terre pour ne pas influencer. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir donc un écrit qui ne correspondait pas du tout à la personne qui se trouvait là, comme si elle se reconnaissait pas dans l'écrit? Alors, ce qui peut se passer, là, j'ai eu le cas aussi très récemment. J'ai vu une petite fille qui est venue et en fait, ce qu'elle écrit, c'est sa mère. En fait, elle parle comme si elle parlait au nom de sa mère. Donc c'est plutôt la mère qui s'exprime que l'enfant. Là, dans cette situation-là, même si j'avais la main de la petite fille, elle était porteuse de l'histoire de sa maman. Donc en fait, il aurait mieux fallu que je voie la maman plutôt que la petite fille. Ensuite, d'autres situations, je verrais plutôt ça... oui, ou de son parent, on va dire, ouais, son parent qui est en... On peut entendre la voix de son parent, la voix d'une personne proche, par le biais de la personne qui est avec moi. Donc, est-ce qu'il y a des informations qui sont données, qui sont refusées parce qu'elles étant trop terribles, ou tout du moins, ou est-ce que finalement, si l'information arrive, c'est que la personne peut les gérer? Oui, il y a une grande prudence à avoir aussi en tant que facilitant, ouais, et je pense qu'en effet, l'information qui arrive, elle doit être nécessaire, elle est bonne à entendre, même si elle peut être dure, mais je dis qu'elle est bonne à entendre pour évoluer, pour progresser. Donc, t'as personne qui a claqué la porte et puis qui est revenu un peu après en disant finalement j'ai réfléchi, c'était peut-être pas si faux que ça. J'ai jamais eu de personne qui soit partie en claquant la porte. D'accord. Souvent, les personnes, à la fin de la séance, peuvent être fatiguées, on sent qu'ils ont déchargé, déposé quelque chose. Des émotions peuvent venir sur les jours suivants, une tristesse ou une colère, mais quelque chose qui parle d'avoir touché un point sensible, oui. Alors, la formation, ça dure combien de temps ? La formation, elle se fait par le biais de 5 modules de formation avec des stages aussi d'entraînement, de la supervision, la rédaction d'un mémoire qui doit être validé. Et combien d'années ? Sur 4 ans. Ouais, sur 4 ans. Et puis, la supervision est nécessaire aussi pour échanger, pour pouvoir être aussi soi-même en tant que facilitant, être accompagné.
parce qu'on est des fois dans des situations qui sont délicates. Oui, parce que finalement, tu rentres dans des histoires quelquefois qui doivent être difficiles à gérer. Enfin, tu rentres dans des histoires familiales. Et... On rentre directement dans l'intime de la personne et dans son histoire famille, et dans la famille. Ouais. Et c'est important d'être formé à l'écoute, d'être aussi soi-même outillé, de comprendre aussi les mécanismes du psychisme et puis d'avoir une confiance suffisante pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Ok, donc des psychophanes, il n'y en a pas des masses. Alors, on les appelle plutôt les praticiens en psychophanie. Praticiens en psychophanie. Facilitateurs. Facilitant, autrement. Facilitant, ouais. Combien il y en a, je ne sais pas exactement. Vous vous réunissez de temps en temps ensemble? Oui, on a des réunions, là, on a des réunions de praticiens. Ouais. Plus de femmes que d'hommes, non? Oui, plus de femmes. Et puis aussi les parents des personnes handicapées qui sont aussi qui permettent à leur enfant de s'exprimer. Il y a eu aussi beaucoup de livres qui ont été écrits soit par des parents, soit par des personnes handicapées elles-mêmes qui témoignent de leur vie. Et c'est toujours des témoignages très, très bouleversants. Est-ce que tu as un titre qui te revient en mémoire dans les livres, non? Alors, dans les livres, il y a par exemple Marie Viala-Rosaire qui a écrit « Tu nous as ouvert les yeux ». Il y a Paul Melki. Il y a le livre d'Anaël aussi qui a été écrit il y a très longtemps. Il y a Aurélie Connoir aussi, qui est une jeune adulte trisomique et autiste, qui a écrit des poèmes. Parce que cette écriture permet aussi une forme aussi poétique. Et parfois, les mots prennent une tournure, en effet, vraiment bouleversante. Par exemple, j'ai un homme qui était venu me voir, qui était dans une mauvaise passe professionnelle alors qu'il brillait dans les sphères du pouvoir. Et il écrit « Prendre une force de vie dans la perte de vouloir avoir le pouvoir ». Tu peux répéter, c'est joli ça. Je voudrais, ça serait ça, je voudrais prendre une force de vie dans la perte de vouloir avoir le pouvoir. Bannir ces mots, vouloir, avoir, pouvoir et honorer le mot être. Ouais. Sortir de l'avoir. Sortir ? De l'avoir. Ouais, c'est ça. Pour être. Une femme aussi qui était dans quelque chose, dans une personnalité assez masculine et puis qui avait du mal à trouver son équilibre et sa place en tant que femme, avec une histoire familiale aussi assez lourde sur la place des femmes. Et elle écrit « Briser le sacrifice des femmes qui acceptent d'être soumises et reprendre sa puissance noble et un féminin juste ». Les mots, on sent que les mots en psychophanie pèsent, ont une force, une matérialité. Ok, donc on te retrouve sur le site internet Sylvie Terrien avec 2 R comme la terre.com. Tout accroché. Et puis sur Lettre à Lettre aussi, non? Alors c'est le même site qui regroupe les mêmes, à la fois les accompagnements individuels et puis les ateliers. Et le site pour les... Et le site de l'association qui est www.tmpp.net avec les annuaires de praticiens. TMPP comme ta main pour parler. Donc tmpp.net. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer cette émission, Sylvie Terrien? N'ayez pas peur d'écouter votre petite voix. Pour l'avoir aussi expérimenté au départ, j'ai pratiqué aussi comme patiente et ça me faisait peur d'aller à la rencontre de moi-même. Mais là, j'ai découvert énormément de richesses. J'ai compris beaucoup de choses sur moi-même et j'ai vraiment ouvert une connaissance et puis découvrir tout ce qu'on est, toutes nos facettes. Donc, ça commence par être bien avec soi-même, c'est déjà bien se connaître et donc
être au contact de tout ce qu'on a vécu et de l'histoire de notre famille qui est ce qu'elle est, mais qui est aussi à honorer. Et aussi toutes ces potentialités aussi, ça peut Bien peut-être sûr. nous donner la possibilité de vivre vraiment sa vie. Ouais. Et de faire des choix qui soient libres, qui ne soient pas dépendants d'une situation ou d'une attache du passé, qui soient dans le respect de ce qu'on est, dans le respect de notre place. Tu as une conférence prévue bientôt sur Paris ? Alors, à Saintes, fin juin, le 28 juin, dans le cadre des universités De tous les soirs, non ? des chantiers du futur. Mm. Mardi 28 juin. À Saintes. Mm. Ouais, c'est un bel endroit. Merci beaucoup, Sylvie Thérien. Merci Joël. Merci beaucoup. Donc, on rappelle juste le site sylvieterrien.com et TMPM, Pépé. ta main pour parler, pas pour marcher. Ta main pour parler. Merci beaucoup. Merci. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies,